Nous allons commencer sur cette première conférence donc, concernant l'histoire des rêves. Je vais, dans un premier temps, faire un très bref rappel avant le XIXe siècle d'une histoire occidentale des rêves. Alors, je m'en tiendrai prudemment à une histoire occidentale et je serai un peu schématique et je mettrai surtout l'accent sur le XIXe siècle et donc, comme il vous a été dit, sur ce moment où s'élabore le projet d'une science des rêves. Alors, je voudrais ici donc vous présenter une gravure très connue de Goya, que Goya a intitulée Le sommeil de la raison engendre des monstres. Et on peut très bien voir, vous voyez que le peintre, c'est un peintre qui est à sa table et qui s'est endormi. À côté de lui, il y a déjà, à sa gauche donc, et à notre droite, il y a un gros chat qui est déjà un peu monstrueux. C'est sans doute son chat qui petit à petit va se transformer en monstre de plus en plus. Donc on voit là comment le rêveur engendre des monstres à partir de perceptions extérieures, donc le chat qui est là, et à partir d'associations d'idées. Donc c'était un petit peu pour vous mettre en appétit à partir de cette gravure donc, que vous pouvez voir au musée de Lille. Alors je voudrais ensuite donc vous donner une citation du biologiste Yves Delage de 1920 qui nous dit « La science du rêve occupe une situation intermédiaire entre l'histoire et la biologie. Elle est une science d'observation en ce que l'observation y joue le rôle essentiel, mais elle est une science historique en ce sens que le rêve écoulé ne peut jamais être reproduit et qu'il est étudié non directement, mais par l'intermédiaire du souvenir. » Et c'est là donc tout le paradoxe du rêve et de faire l'histoire du rêve, puisqu'au fond, c'est bien connu et depuis longtemps, Aristote le disait déjà, les animaux rêvent, mais seuls les humains font science de leurs rêves, font culture de leurs rêves, racontent leurs rêves, les écrivent et les publient. Et donc moi je vais remonter à un moment au XIXe siècle, on a commencé donc à raconter les rêves et à en parler. Alors je vais maintenant donc vous parler très rapidement d'une très vieille tradition occidentale, donc la tradition de l'onirocritique et des clés des songes. Alors l'onirocritique, ça veut dire analyse des rêves en grec, ou encore on parle d'oniromancie. Et donc le premier auteur, celui dont on a gardé les manuscrits, c'est Artémidore, donc. Et Artémidore distingue les rêves naturels et les rêves prémonitoires. Donc il faut bien voir que dans cette tradition grecque, il y a des rêves naturels qui ne s'interprètent pas. Et alors les rêves prémonitoires donc, sont de deux sortes. Ils sont soit théorématiques, c'est-à-dire qu'ils sont clairs. Par exemple, vous rêvez que vous allez faire naufrage et ensuite vous faites naufrage. Bon. Et puis, il y a les rêves qu'on appelle allégoriques et qui veulent dire autre chose que ce qui apparaît dans le rêve. Et donc, c'est là qu'il faut un interprète et c'est là, évidemment, c'est pour ce problème-là qu'il y avait des interprètes de rêves sous l'Antiquité. Alors, les clés des songes vont être un genre d'écrit et de pratique qui va perdurer de l'Antiquité à nos jours. Vous avez encore, de nos jours, des dictionnaires de rêves qui vous donnent le sens des rêves. Et donc, ça, c'est tout à fait important. Et bien sûr, au XIXe siècle, la science des rêves va chercher à se démarquer de l'onirocritique. Alors, il ne faut pas parler d'une succession parce que c'est plutôt une coexistence, c'est-à-dire que il y a une science des rêves qui existe, mais il y a aussi des clés des songes qui subsistent. Et encore maintenant, c'est le cas. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez par exemple des clés des songes. Alors, je voudrais ici vous donner un exemple de clé des songes peu connu. C'est au moment de la Première Guerre mondiale, donc ça s'appelle la dernière clé des songes, et c'est la couverture d'une clé des songes qui était destinée plutôt aux femmes. En général, les clés des songes sont plutôt destinées aux femmes. Nous sommes aujourd'hui la journée des femmes, et voilà. Donc c'est une femme qui est en train d'écrire à son compagnon. Elle a un portrait de lui et elle s'assoupit.
et à ce moment-là, dans son rêve, on voit apparaître son compagnon. Alors, c'est une clé des songes donc, qui avait été composée spécialement pour la guerre. C'est-à-dire que dans cette clé des songes, il y avait des termes guerriers, je ne sais pas, par exemple, des termes sur les fusils, les marques de fusils, etc. On pouvait rêver de cela, enfin du moins, c'est ce que supposait cette clé des songes. Et en même temps, on supposait par exemple que si les rêveurs voyaient des Allemands, eh bien c'était mauvais signe, et inversement, s'ils voyaient les Alliés, c'était bon signe. Donc voilà un usage de clé des songes qui s'est adapté à l'actualité. Mais en même temps, dans cette clé des songes pour l'année 1917, vous avez aussi tout un vieux fond de prédiction qui peut dater d'Artémidore. Donc vous voyez, c'est une sorte d'empilement avec l'apparition de termes nouveaux. Par exemple, on peut aussi suivre dans les clés des songes du 19e siècle, parfois l'apparition du terme de guillotine, qui évidemment n'existe pas dans l'Antiquité. Vous voyez, des choses comme cela. Donc voilà. Alors, cette clé des songes, après 1917, elle va reparaître donc avec cette couverture-là. Vous voyez que c'est 1925. Et là, on n'a plus du tout une dame qui rêve d'un poilu, on a une dame avec les cheveux courts. Et cette clé des songes est attribuée à une certaine Madame Athéna. Alors, on ne sait pas si cette Madame Athéna, en fait, c'était un homme ou une femme, parce que souvent, il y a des pseudonymes. Hein. Mais en tous les cas, c'est la même clé des songes qui est rééditée. On enlève un certain nombre de termes liés à la guerre, mais on en laisse quand même un certain nombre. Une autre tradition, c'est la tradition du rêve dans la médecine antique, hippocratique et galénique, donc attribuée à Hippocrate et à Galien. Souvent, c'est attribué à. Hein. Alors, les rêves donc signalent la venue future ou l'existence non décelée d'une maladie. Donc, ils ont un rôle de prodrome ou de symptôme. Alors, je vous donne un exemple qui est toujours cité au XIXe siècle, le rêve de Konrad Gessner, qui est donc un naturaliste de Zurich au XVIe siècle, et il rêve d'un serpent qui le mord, et quelques jours après, il a un anthrax et il meurt. Cet exemple est toujours cité. Et donc, au XIXe siècle, cette tradition qu'on appelle de séméologie médicale des rêves ne sera pas déconsidérée comme celle des clés des songes dans la science des rêves, mais on l'évoquera toujours comme une possibilité et une possibilité curative. Alors, je passe très très vite, mais c'est quand même intéressant d'en parler, parce que vous avez le christianisme qui arrive là-dessus. Et là, dans le christianisme, vous avez au fond trois types de rêves. Vous avez les rêves inspirés de Dieu, et bien sûr, vous avez les prophéties bibliques, par exemple, dans la Bible, vous avez le rêve de Joseph. Vous avez les rêves qui sont liés au diable, et là, ce sont les cauchemars, et c'est l'expérience des incubes, puisque le cauchemar s'appelle aussi un cube. Et donc, dans le cauchemar, c'est le diable qui s'unit avec le rêveur sous une forme masculine ou féminine. Mais il y a aussi, pour le christianisme, des rêves naturels qui viennent de l'âme, qui ne viennent pas d'un être extérieur. Et de ce point de vue-là, donc, les rêves ont une fonction autobiographique. Et bon, j'ai un collègue, donc, historien du Moyen-Âge, qui va republier bientôt un texte d'un certain Guibert de Nogent qui raconte ses rêves, et ses rêves donc, ayant une fonction de révélation de soi et de révélation de l'âme. Dans la perspective chrétienne aussi, on critique les superstitions, c'est-à-dire qu'on condamne la divination et on condamne les clés des songes avec cette ambiguïté qu'il faut à la fois condamner la divination, mais en même temps quand même préserver les leçons, les visions de la Bible. Hein. Il y a donc cette double chose. Alors, lorsqu'apparaît une science des rêves que je situerai à peu près fin 18e, 20e siècle, jusqu'au 20e siècle, donc, qu'est-ce qui est nouveau ? On va affirmer que tous les rêves, sans exception, sont des phénomènes naturels. Donc, on détruit la dichotomie qui était faite donc, dans les clés des songes entre rêves naturels et rêves prémonitoires. Il n'y a plus que des rêves naturels.
Il ne renvoie pas à l'avenir, comme le disaient les clés des songes, mais au passé du rêveur. On peut les observer en les notant au réveil ou peu après celui-ci. Et va se développer donc une pratique de l'écriture scientifique des rêves, avec des questions qui vont se poser d'ailleurs. Comment noter les rêves? Est-ce que ces transcriptions sont fiables? Est-ce qu'on ne rajoute pas des choses aux rêves? Comment on reconstruit son rêve? Faut-il vraiment raconter les rêves comme des récits ou faut-il les raconter de façon beaucoup plus comme un rêve, comme en style télégraphique, par exemple. Enfin, toutes ces questions se posent à la fin du XIXe siècle par rapport aux rêves. Et c'est là qu'apparaît le projet donc, de faire une science des rêves, essentiellement les rêves actuels, donc les rêves notés par le rêveur, mais aussi on s'intéresse à l'histoire des rêves et à l'histoire des superstitions, notamment dans l'Antiquité. Donc on commence à faire une histoire des rêves et on commence à s'intéresser aussi aux rêves de ceux qu'on appelle les primitifs et qu'on appellera ensuite, disons, les peuples différents de nous. Et donc là, il va se développer à partir de cela une histoire des rêves et une anthropologie des rêves. Ce qui me semble important aussi, c'est qu'au XIXe siècle apparaissent ce que j'ai appelé des savants rêveurs. Ce sont donc surtout des hommes, tout simplement parce que les femmes au XIXe siècle n'ont pas d'insertion académique ou très très peu. Donc, ces savants rêveurs donc, peuvent être spécialistes de médecine ou de philosophie, mais ils peuvent aussi être, comme vous le voyez, donc physiciens, historiens, sinologues, philologues, biologistes, sociologues. Alors, je vous ai mis ici les dates de des différents travaux de ces savants rêveurs. Vous avez par exemple le livre de Delboeuf qui est exposé là, et vous voyez qu'il publie en 1885 donc, un livre qui s'intitule « Le sommeil et les rêves ». Alors, quel est le savant rêveur le plus emblématique dans cette histoire? C'est Alfred Maury, dont le livre est publié qui s'appelle « Le sommeil et les rêves ». Ce livre est publié en 1861 et republié jusqu'à 1878. Et Maury apparaît comme le grand spécialiste, le grand classique du XIXe siècle, à peu près comme maintenant Freud pourrait apparaître comme un grand classique. On le cite tout le temps. On cite ses exemples de rêves, on cite des passages de lui et on discute ses rêves, éventuellement. En tous les cas, c'est vraiment le grand classique du XIXe siècle. Savant emblématique dont je vous donne ici le buste. Alors, ce buste est intéressant parce qu'on voit là Maury, il est à l'Institut, c'est son buste en membre de l'Institut, il est commandeur de la Légion d'honneur, il a l'uniforme de l'Institut, et je rappelle que Maury donc, est professeur au Collège de France, historien, directeur des Archives nationales et commandeur de la Légion d'honneur. Donc on le voit là en majesté. Maintenant, nous allons le voir à son réveil. Alors, Maury se décrit à son réveil comme ayant des pantoufles dans ses textes. Donc, vous voyez, on est là dans un lieu qui n'est pas du tout un lieu académique, mais il est chez lui, à sa table de travail. Et voici ce qu'il dit. Donc, il décrit ainsi son activité. « Il m'arrive souvent à mon réveil de recueillir mes souvenirs et de chercher par la réflexion à reconstruire les songes qui ont occupé ma nuit. Non pas comme les anciens Égyptiens, ainsi que nous le montrent les papyrus grecs trouvés en Égypte, pour tirer de ces songes des règles de conduite et des révélations pour l'avenir, mais afin de soulever le voile qui couvre leur mystérieuse production. » Donc vous voyez que là, Maury se pose très clairement comme un savant qui cherche à critiquer les superstitions. Il n'est pas donc quelqu'un de crédule. Un matin, je me livrais à une réflexion de ce genre. Je me rappelais que j'avais eu un rêve qui avait débuté à Jérusalem ou à la Mecque. Je ne sais pas au juste si j'étais alors chrétien ou musulman.
Après bien des aventures que j'ai oubliées, je me trouvais chez M. Pelletier, le chimiste. Alors ici, un chimiste, c'est un pharmacien. Et après une conversation avec lui, il se trouva qu'il me donna une pelle de zinc qui fut mon grand cheval de bataille dans un rêve subséquent et qui a été plus fugace que les précédents. Voilà 3 idées, 3 scènes principales qui me paraissent liées entre elles par les mots pèlerinage, pelletier, pelle, c'est-à-dire par 3 mots commençant de même, qui s'étaient associés évidemment uniquement par cette assonance et étaient les liens d'un rêve en apparence incohérent. Donc, vous voyez que là, on voit bien l'activité du savant à sa table de travail, alors qu'on peut supposer qu'il est en pantoufles. Donc, il se rappelle ses rêves, qui sont un peu flous, et puis il essaye de voir quel est le lien de tous ses rêves. Et vous le voyez, il apparaît comme un croyant un peu inconséquent, puisqu'il ne sait pas très bien s'il est musulman ou chrétien, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout un rêve prémonitoire, un rêve qui pourrait par exemple l'inciter à aller faire un pèlerinage, hein, pas du tout. Je vous rappelle également que la pharmacie Pelletier existe toujours rue Jacob, vous pouvez la voir si vous le souhaitez. Alors, on préparait à l'époque les médicaments avec des petites pelles. On faisait des petites pelles où on mélangeait les poudres. Alors, maintenant, je vous en renvoie donc à, cette fois-ci, un savant, Léon d'Hervé de Saint-Denis, qui était collègue de Maury au Collège de France et qui était sinologue. Et lui, il explique qu'il a tenu un album de rêves dans lequel il dessinait ses rêves aussi. Alors, on a en dessous, donc vous le voyez, ces motifs géométriques, donc, ce sont des fausses peines, des taches de couleur qui apparaissent la nuit. Au-dessus, vous avez un rêve expérimental. Alors, ce que raconte Hervé de Saint-Denis, c'est la chose suivante. Donc, il a voulu provoquer des rêves. Et donc, il est allé en Vivarais et il a associé à chaque fois une odeur. Pardon, non, il n'était pas en Vivarais, pardon. Il a associé une odeur que son valet de chambre mettait sous son oreiller, sans lui dire quand il le mettait. Et cette odeur, il l'avait senti dans le Vivarais, lorsqu'il était dans le Vivarais. Et au bout d'un certain temps, il fait le rêve suivant. Donc vous le voyez, il se retrouve dans le Vivarais. Le personnage qui est là, vous voyez, ici, le personnage qui a l'air un peu ébahi avec une barbe, c'est lui. C'est un portrait d'Hervé de Saint-Denis. Et puis vous voyez entrer une femme nue et un peintre. Alors en fait, ce que dit Hervé de Saint-Denis, c'est que cette femme nue et ce peintre, donc ce sont un peintre qu'il avait connu alors qu'il était dans un atelier d'artiste et une modèle qui surgissent dans le rêve. Donc vous voyez que c'est le passé qui surgit dans le rêve, et en même temps vous avez sur le côté un rideau rouge, hein, qui indique donc une sorte de théâtralisation du rêve, puisque ce rêve donc est un rêve c'est un rêve conscient. Il est conscient de rêver. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, je vous rappelle qu'à peu près à la même époque, donc 1867, un petit peu avant, il y a un peintre, Manet, qui peint le déjeuner sur l'herbe et qui peint justement une femme nue au milieu d'hommes qui sont habillés, et ce tableau fait scandale. La gravure d'Hervé de Saint-Denis ne fait pas scandale. Elle est peut-être d'ailleurs, faite pour répondre à Manet. J'en arrive maintenant donc à ce que j'appellerais la physiologie des rêves au XIXe siècle. Les rêves donc sont conçus comme des expressions du corps et comme des expressions des sensations internes du corps. C'est un thème qui apparaît beaucoup au XIXe siècle, et je vous rappelle qu'il y a un livre de mon collègue Georges Vigarello qui est consacré donc aux sensations internes. Ces sensations internes, elles sont doubles. Elles peuvent prendre d'autres formes, mais le principal, c'est cela. Sensations internes digestives. Donc, quand on digère mal, on a des cauchemars. Donc, vous voyez que le cauchemar, cela ici, ça n'est plus le diable qui pèse sur vous, c'est simplement une mauvaise digestion.
Et puis enfin, il y a des sensations internes génitales, c'est-à-dire que les sensations venues des organes génitaux remontent et s'expriment en rêve, de sorte que les rêves érotiques sont souvent cités, et il n'y a pas un interdit sur le fait de citer des exemples de rêves érotiques. Bien sûr, on ne donne pas le contenu, mais on en parle. Les rêves, enfin, peuvent être une expression autonome du cerveau qui, en quelque sorte, fonctionne par lui-même. Et de ce point de vue-là, les rêves se ressemblent à des hallucinations ou à des délires, puisque, en quelque sorte, c'est le cerveau qui fonctionne indépendamment de sensations extérieures comme de sensations internes. Alors, j'en arrive maintenant à la psychologie, aux psychologies des rêves. Donc, les rêves renvoient aussi à des perceptions extérieures transformées. Alors, on l'avait vu avec Goya. On le voit aussi avec, par exemple, Bergson, le philosophe Bergson, qui publie en 1901 une conférence sur les rêves. Et il raconte l'un de ses rêves dans lequel il est en train de faire une conférence, dans le rêve évidemment, et il est hué par la salle, ce qui évidemment n'est pas du tout sa situation ordinaire, puisque c'est un conférencier extrêmement adulé. Et tout le monde crie « à la porte, à la porte ». Et à ce moment-là, il se réveille, et ce sont les aboiements d'un chien qui se sont transformés dans son rêve et sont devenus « à la porte, à la porte ». Donc ça, c'est un mode d'explication qui est très fréquent au XIXe siècle. Il y a le mode d'explication par les associations d'idées. Alors, on en a eu deux exemples avec Goya, puisqu'on a vu comment le chat se transforme en une sorte de chauve-souris et puis une sorte d'animaux fantastiques. Et puis on a vu l'exemple de Pelletier, pèlerinage chez Maury. Donc on suppose que pour comprendre la formation des rêves, donc, il y a des associations qui sont sous-jacentes au rêve tel qu'on le voit la nuit ou tel qu'on l'entend la nuit, puisqu'il y a aussi des aspects, bien sûr, auditifs dans le rêve. Enfin, le rêve s'explique par le passé de la veille, de la jeunesse ou de l'enfance. Alors, passé de la veille, c'est très fréquemment souligné, mais aussi passé de la jeunesse et de l'enfance. Et ici, il y a un rêve très, très célèbre de Maury, qui s'appelle le rêve du pont de Trillport. Donc, Maury a vécu à Meaux dans son enfance, dans sa jeunesse, et son père était ingénieur et a construit un pont à Trillport, sur la Marne. Et dans son rêve, il se voit jouant près du pont de Trillport, et surtout, il entend le nom d'une personne qu'il avait totalement oublié. Il se demande, mais que se passe-t-il? Il interroge une domestique qui lui répond que, mais oui, c'était un personnage de sa jeunesse, mais dont il avait oublié le nom. Donc, Maury en conclut qu'il y a des sortes de retours de mémoire et qu'au fond, c'était quelque chose qu'il savait sans le savoir, en quelque sorte, qui était resté insu et qui reparaît donc à la faveur de ce fameux rêve. Donc, ce rêve sera très, 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 très célèbre et il sera, par exemple, repris par Freud, mais aussi par beaucoup d'autres savants du XIXe siècle. Il y a enfin donc le rapport de l'autobiographie et du désir, c'est-à-dire que le rêve porte des traces autobiographiques. On le voit à propos du pont de Trillport, qui au fond, là Maury est
n'est plus seulement un savant qui va parler des antiquités grecques, mais qui va dire à son lecteur, mais voilà, j'ai vécu dans mon enfance à Meaux, j'étais à Trilleport, donc il y a forcément des éléments autobiographiques qui vont intervenir pour comprendre le rêve, éléments autobiographiques qui peuvent être soit très, très minimes, soit au contraire très important pour le rêveur, enfin très très chargé d'affect. Mais en tous les cas, on voit bien là que ce lien se noue, lien qu'on avait déjà vu, je vous le rappelle, au Moyen-Âge, hein, pour reprendre ce que dit Jean-Claude Schmitt. Enfin, il y a un lien avec le désir. Et par exemple, on voit Hervé de Saint-Denis raconter l'un de ses rêves dans lequel il fait apparaître de belles odalisques, donc, qui rappellent évidemment des tableaux d'Ingres ou de Delacroix. Hein, et ces belles odalisques, donc, correspondant à son désir. Et cela m'amène à parler donc des rêves dirigés, des rêves lucides, qui sont mis en exergue notamment par Hervé de Saint-Denis. Hervé de Saint-Denis soutient donc que l'on peut avoir des rêves conscients et que l'on peut même, partiellement au moins, diriger ses rêves. Alors, il n'emploie pas le terme de rêve lucide, donc ce terme sera utilisé par un médecin hollandais qui s'appelle Van Eeden en 1913. Mais c'est là le début, au fond, d'une description de ces fameux rêves lucides, rêves dirigés, etc. Enfin, on souligne, à l'inverse des rêves dont on a honte au réveil, au fond, il y a deux types de rêves. Il y a ceux dont on a honte au réveil, et puis il y a au contraire des rêves qui permettent de découvrir. Alors, quels sont les rêves dont on a honte? Alors, j'en donne quelques exemples dans cette littérature. On peut avoir des rêves superstitieux. Par exemple, Maury explique que, alors que dans son travail d'historien, il critique les superstitions, eh bien, il se retrouve dans ses rêves superstitieux. Par exemple, dans un de ses rêves, il se voit guéri par le sang d'un saint qui coule. D'un saint, S-A-I-N-T, hein, voilà, donc dans une sorte de pèlerinage. Rêve également donc incestueux. C'est par exemple Delboeuf qui souligne qu'on peut avoir dans le rêve des visions incestueuses. Enfin, on trouve certains exemples, chez Hervé de Saint-Denis par exemple, des rêves qu'on appelle à l'époque invertis, c'est-à-dire par exemple un rêveur qui rêve qu'il embrasse un autre homme et qui se réveille très vite, horrifié. Ça, c'est donc les rêves dont on a honte au réveil. Et puis, on pourrait parler aussi des découvertes en rêve. On met en évidence au XIXe siècle donc l'importance de ces rêves qui pourraient être des rêves créateurs. Toute la question se pose, sont-ils créateurs ou non? Et là, il y a un exemple qui est toujours cité, qui est l'exemple de la sonate de Tartini. Tartini donc, est un compositeur italien du XVIIIe siècle et il a raconté à un astronome au XVIIIe siècle une anecdote selon laquelle donc, il avait vu le diable en rêve. Le diable avait joué une sonate magnifique et puis il s'était réveillé, il n'avait pas retrouvé la sonate. Donc, et puis il avait essayé de la retrouver et finalement il avait écrit sa sonate mais sans vraiment retrouver son rêve. Donc vous voyez qu'il a composé en quelque sorte à partir d'un oubli inoubliable, on pourrait dire, hein, si on veut utiliser un peu une expression de cet ordre. Alors ce récit de rêve, qui est assez complexe, tel que je vous le raconte dans le texte original, en fait, il va s'accréditer au XIXe siècle sous une forme simplifiée et merveilleuse, qui sera la suivante. Tartini voit le diable, il se réveille et aussitôt, il écrit sa sonate sous la dictée du diable, ce qui est quand même un petit peu différent. On s'intéresse aussi à d'autres types de découvertes auxquelles on s'attendrait moins. Par exemple, on s'intéresse aux découvertes mathématiques en rêve. Et il y a toute une enquête qui est faite au début du XXe siècle sur les rêves des mathématiciens. Trouvent-ils des solutions à leurs rêves ou pas, etc.
Et cette enquête, elle mobilise 80 mathématiciens. Ça intéresse les mathématiciens et certains d'entre eux, dans leurs réponses, font intervenir la notion d'inconscient ou de subconscient. On va en reparler tout à l'heure. J'en arrive maintenant, donc je voulais quand même vous faire voir une belle gravure de Jean-Jacques Granville qui date de 1847, donc, et qui s'intitule « Une promenade dans le ciel ». Et vous voyez que là, le rêve fonctionne autour d'associations d'images. Et Hervé de Saint-Denis, donc celui dont on a vu là tout à l'heure le rêve du Vivarais, eh bien Hervé de Saint-Denis cite souvent Granville comme une sorte de modèle pour comprendre les rêves. Vous avez d'autres gravures de Granville, enfin je vous ai laissé juste celle-là, parce que je trouve qu'elle est assez belle. Nous en arrivons maintenant donc à la notion d'inconscient, de subconscient et de sentiment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Je pense que c'est vraiment à la fin du XIXe siècle que l'on va se mettre à parler d'inconscient et de subconscient. Auparavant, on parle d'automatisme, ce qui est proche mais quand même assez différent, il faut bien dire. On découvre, enfin on ne découvre pas, mais disons, on met l'accent sur la psychologie affective à la fin du XIXe siècle, sur l'importance de la vie affective, l'importance du désir, l'importance de ce qu'on appelle les tendances, etc. Et on met de plus en plus aussi l'accent sur l'idée qu'il y a des actes psychiques inconscients. Subconscient ou inconscient. Alors, subconscient sous la conscience, c'est plutôt un terme qui est utilisé par un psychologue qui s'appelle Pierre Janet. Et inconscient, c'est Freud, bien entendu, mais aussi d'autres psychologues qui parlent d'inconscient. Donc, Freud se situe dans un courant où on parle d'inconscient. Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit sur l'inconscient comment dire, se rattache, et pas du tout original. Simplement, il est dans un contexte intellectuel dans lequel on cherche l'explication des rêves dans des processus psychologiques inconscients. Alors, je pense, enfin, c'est une hypothèse que je fais, que Freud, on pourrait le décrire comme, par rapport à toute l'histoire que je vous ai racontée un petit peu, comme un héritier créatif qui reprend un certain nombre de traditions. Il reprend la tradition des clés des songes, puisque lui soutient que les rêves s'interprètent et qu'ils s'interprètent de façon qu'Artémidore aurait appelée allégorique, hein, puisqu'ils ont un sens caché. Donc, mais contrairement à Artémidore, évidemment, les rêves s'interprètent pour Freud par rapport au passé et pas de façon prémonitoire par rapport à un futur. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait dans une posture de savant combattant les superstitions, posture des savants de son siècle. Donc il reprend à la psychologie savante des rêves de son époque plusieurs choses, comme vous l'avez vu, l'idée du passé qui explique les rêves, l'idée de l'inconscient, même s'il donne un sens nouveau à l'inconscient, et puis l'importance des associations d'idées, par exemple. Et enfin, tout de même, il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, on met l'accent sur les rêves érotiques. Alors, la question est un peu compliquée parce que je crois qu'en fait, pour Freud, les rêves érotiques font problème. Pourquoi? Parce que si on interprète les rêves comme ayant un sens caché, un rêve érotique, il n'a pas de sens caché. On voit des organes génitaux dans un rêve érotique. Alors, comment l'interpréter? Et bizarrement, dans la première édition de l'interprétation du rêve, Freud rattache ces rêves érotiques, au fond, à l'organisme, à des thèmes organiques, et il n'en fait pas des rêves à interpréter. Ensuite, il en rajoutera dans l'interprétation du rêve, mais dans la première édition, il est plutôt embarrassé par cette question des rêves érotiques. Alors, qu'est-ce qui est nouveau chez Freud? C'est qu'il affirme évidemment que tout rêve s'interprète donc comme la réalisation d'un désir, et cela
ici j'en arrive à l'accueil français et francophone, cela au fond fait problème, non pas parce qu'on refuse le fait que les rêves s'interprètent par rapport à la réalisation d'un désir, mais plutôt qu'on refuse la généralisation que fait Freud. On dit les rêves s'interprètent par rapport à la réalisation d'un désir, mais pas tous, pas tous. Alors que Freud, lui, soutient que tous les rêves s'interprètent comme cela, du moins en 1900. Enfin, donc, par la suite, puisque je crois qu'il faut aussi préciser que le livre de Freud, l'interprétation du rêve, et ici je renvoie à un livre que je vous citerai tout à l'heure, c'est un livre feuilleté, c'est un livre en quelque sorte avec des couches sédimentaires. Et il a accompagné Freud pendant plus de 20 ans. Donc, il y a eu des éditions successives qui ont changé. Dans la première édition, l'accent est très peu mis sur la sexualité. Et c'est ensuite que Freud met l'accent sur la sexualité. Et c'est ensuite d'ailleurs qu'il va être taxé de pansexualisme. Donc, on voit là que la réception de Freud, l'accueil fait à Freud en France est un peu plus compliqué que simplement une résistance, même si effectivement on peut penser qu'il y a eu des résistances à sa thèse. Alors, ce que je crois aussi, c'est que Freud invente une nouvelle pratique et thérapeutique des rêves. Et de ce point de vue-là, peut-être se situe-t-il dans la tradition d'Hippocrate et de Galien, cette tradition médicale. Alors bien entendu, c'était une interprétation en fonction de symptômes corporels, mais c'est quand même intéressant de voir que dans la médecine de son temps, il y avait cette tradition. Et d'ailleurs, il cite Galien et Hippocrate, et il cite des auteurs qui en parlaient, donc il connaissait bien cette tradition. Donc on pourrait dire que, vous le voyez, Freud se situe à l'intersection de cette tradition thérapeutique médicale, de la tradition des clés des songes, mais évidemment il refuse les superstitions, et enfin de la psychologie des rêves de son époque. Alors, pour terminer, je voudrais ici vous présenter quelques images de rêves qui sont peu connues. C'est pourquoi je me disais que c'était un peu plus intéressant pour vous. Donc, il s'agit c'est très bien. Il s'agit de cartes postales, donc, qui ont été éditées pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il y a eu énormément de cartes postales qui ont été éditées et elles se vendaient souvent dans les cantonnements. Les soldats les achetaient pour les envoyer à leurs familles, à leurs amis, à leurs enfants, à leurs compagnes, puisque, je le rappelle, donc, il y a eu une intense correspondance qui a été échangée. Et donc, vous avez, dans ces cartes postales, un certain nombre de représentations de rêves qui sont intéressantes, car elles me semblent être en phase avec, avec ce que je vous ai dit sur la science des rêves du 19e siècle. Alors, voici une carte postale qui est comme une sorte de petite bande dessinée. Donc, vous voyez le soldat en haut, donc il est dans une cagna, c'est-à-dire c'est l'argot du soldat, donc il est dans un cantonnement. Tous ronflent là-dedans et il y a de l'eau qui tombe. Et puis, petit à petit, donc, voilà ce qu'il dit. Les copains ronflaient comme des marmites de divers calibres. Alors, les marmites, c'était des obus. Hein, donc, c'est comme ça qu'on appelait les obus. Moi, je rêvais à la gosse. Tout à coup, je sens comme une caresse, des mains de femmes douces et parfumées. À travers la fumée des vieilles pipes, je vois une forme suggestive s'approcher de moi. Oh, miracle, c'est la gosse. Je la reconnais. Elle se penche, je sens son souffle. Oh, bonheur, j'étends la main pour la saisir. Elle se dérobe, elle revient. Enfin, je l'attrape. Oh, la garce, elle me mord, je me réveille. Horreur, c'était un rat. Donc, on a là, vous le voyez, et il y a pas mal de cartes postales qui ont le thème du rat, du réveil. Le poilu rêve à quelque chose, et puis au bout du compte, c'était un rat, parce qu'il y avait beaucoup de rats dans les cantonnements aussi, bien entendu. Et donc là, vous le voyez, c'est à la fois une sensation extérieure transformée, donc le rat qui est interprété par le rêve comme une caresse, et évidemment un rêve
qui correspond, un rêve érotique qui correspond à un manque affectif. C'est donc sa gosse que le poilu voit dans son rêve, sa gosse dont il est éloigné et qui ne peut réapparaître que la nuit. Alors vous avez d'autres cartes postales de rêve. Vous voyez le poilu qui rêve de bon tabac, qui rêve d'un mandat, de l'envoi d'un mandat, etc. Enfin, je vais maintenant donc vous en faire voir une autre. Alors, c'est une belle carte postale de 1915. Ça s'appelle donc Jour de l'an guerrier 1915, le rêve du soldat dans la tranchée. Alors, vous voyez que c'est un jeune poilu et qui donc s'est endormi. Et qu'est-ce qu'il voit au-dessus de lui? Il voit des proches, un peu, de façon un peu indifférenciée. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est peut-être c'est son père, enfin un homme plus âgé avec une barbe en haut, peut-être étreint-il sa femme ou sa mère, on ne sait pas. En tous les cas, c'est, vous le voyez, le retour à la vie civile et le retour vers les proches. Et évidemment, il y a un terme qui circule tout le temps dans les tranchées, mais qui circulait sous d'autres formes dans les armées, c'est le terme de cafard. Le terme de cafard est absolument employé tout le temps là. Avant, dans les armées napoléoniennes, par exemple, on parlait de nostalgie. Les soldats avaient la nostalgie. Ils avaient le mal du pays, le cafard de leurs proches, etc. Et évidemment, on peut se demander si Jour de l'an guerrier 1915, ça n'est pas un commentaire ironique, hein, puisque qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rêve. Et vous voyez qu'il a une position. Alors ça, c'est important, parce que dans l'iconographie, pour exprimer la mélancolie, c'est traditionnel hein, dans les tableaux, on met sa main gauche sur son front. Or, lui, il a la main gauche sur son front, le jeune soldat. Donc, voilà un autre rêve de soldat. Enfin, maintenant, je vais passer à un cauchemar. Cauchemar de Prussien, ce qu'il dit en rêvant. Alors, vous le voyez, là, c'est un ennemi, c'est tout au début de la guerre. Il a un casque à pointe, donc c'est le Prussien, puisqu'il a un casque à pointe. Et au début de la guerre, donc, on parle, dans les journaux notamment, des atrocités allemandes. Donc là, le Prussien, il a de nouveau la posture de la mélancolie. Il met sa main donc gauche, il met sa main à son front. Non, c'est plutôt sa main droite, d'ailleurs, je dis des bêtises. Mais qu'est-ce qu'il revoit dans ce cauchemar? Il revoit toutes les atrocités qu'il a faites. Alors, on a tiré sur des prêtres, on a incendié Louvain, donc je rappelle que c'est le moment où l'armée allemande envahit la Belgique, on tire sur une ambulance, donc vous voyez, toutes les exactions allemandes, il les revoit en quelque sorte dans ce cauchemar de Prussien. Et bien entendu, là, on a une utilisation patriotique des représentations de rêves, puisque seuls les ennemis sont censés avoir des cauchemars. Et vous avez énormément de cartes postales, enfin énormément, vous en avez beaucoup en tous les cas, de Prussiens qui revoient, alors il y en a certains par exemple qui revoient, ils ont très très peur, ils revoient les 125 Français, c'est-à-dire les fusils français qui leur apparaissent en cauchemar. Donc là, semble-t-il, d'après ces représentations, donc, les Français n'ont pas de cauchemar. Alors, bien entendu, on est là dans un contexte de stéréotypes et de je dirais, voilà, quoi, patriotique. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose qui correspond à une réalité, parce qu'on peut faire l'hypothèse qu'il y a bien eu des soldats français qui ont fait des cauchemars. Hein. Alors, je vous ai maintenant fini cette conférence en vous parlant donc de quelques références. Je vois que j'ai été assez rapide, mais ce n'est pas plus grave, on pourra comme ça discuter. Donc, je vous ai mis un certain nombre de références. Alors, vous voyez, j'ai écrit « Les rêves, quelle histoire ?» parce qu'effectivement, il faut là se demander qu'est-ce qu'on peut lire. Alors, je vous ai mis 2 références d'époque, puisque vous pouvez les lire sur Internet. Donc, vous pouvez lire Maury sur Gallica, donc ça, c'est pas très difficile à trouver. Et puis, vous pouvez lire aussi Hervé de Saint-Denis sur le site de la Bibliothèque de médecine. Donc, je vous ai mis la référence du site
Enfin, il suffit d'aller faire bibliothèque de médecine et vous trouverez. Donc, voilà, vous pouvez donc lire ces textes. Et Maury et Hervé de Saint-Denis sont vraiment les deux grands classiques du XIXe siècle, avec Delboeuf, par exemple, mais qui, je crois, n'a pas été encore numérisé. Alors, ensuite, je vous ai mis un certain nombre de références. Bon, je vais donc peut-être vous parler surtout du livre qu'on va publier, qui est en fait un livre qui suit le thème des clés des songes de l'Antiquité à Freud, et qui donc parle de la médecine grecque, bien sûr d'Artémidore, de la médecine grecque, des clés des songes byzantines au Moyen-Âge, à l'époque classique, au XIXe siècle, et puis qui se termine donc par Freud comme l'interprétation du rêve, comme dans son rapport avec Artémidore et avec les clés des songes. Je voudrais maintenant ici vous renvoyer à un livre de Lydia Marinelli et Andreas Mayer, que vous avez ici et qui me paraît extrêmement intéressant à lire. C'est un livre qui reprend l'histoire de l'interprétation du rêve de Freud. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer le livre comme un produit tout fini, il va essayer de montrer comment, en fait, petit à petit, le livre s'est constitué par des ajouts, mais par aussi des suppressions. Par exemple, à un moment, l'interprétation du rêve est signée par Freud et par un de ses disciples. Et puis, quand Freud se fâche avec ce disciple Otto Rank, on enlève le nom de Rank, etc. Donc c'est un livre un peu à géométrie variable jusqu'à une certaine date, au moment où, d'ailleurs, après, eh bien là, le livre devient une sorte de monument historique. Enfin, je vous signale le livre de Yannick Ripa, Histoire du rêve, qui repose plus sur, je dirais, c'est plutôt sur les rêves populaires au XIXe siècle, et moins peut-être sur la science des rêves du XIXe siècle. Enfin, je trouvais intéressant de vous signaler le livre de Florence Dumorat, L'œuvre nocturne, qui porte sur les rêves au XVIIe et qui donc a été publié chez Champion en 2005. Donc voilà, si vous voulez compléter votre culture sur l'histoire des rêves, je vous ai donné quelques références. Alors il y en aurait d'autres, mais je ne vais pas vous assommer avec tout cela. Et puis, comme nous avons le temps, donc si vous voulez qu'on repasse des images, qu'on les recommande ensemble, je suis prête à le faire, puisque finalement, là, j'ai tout à fait, j'ai pas du tout débordé, même au contraire, j'ai terminé un peu plus tôt que prévu, puisque je devais parler 1 heure, mais c'est pas plus grave. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline Carrois. Donc, oui, maintenant la parole est à vous. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez des remarques à faire, je vous demande de lever la main et je ferai circuler le micro. Et si vous voulez aussi, par exemple, que je vous repasse des diapos, puisque certaines peut-être demandent commentaires, vous souhaitez qu'on en reparle, voilà. Ça y est, je peux parler? Bon. Elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame? Oui, mais si, j'écoute, mais c'est parce que je suis dans le noir, je ne vois pas les gens. Voilà. C'est pour ça, j'ai l'air... Bon, d'accord, entendu. Ce que je voulais vous demander, c'est la chose suivante. Lorsque je me souviens de mes rêves, pendant mon rêve, au moment où je prends connaissance du rêve, ça me paraît tout à fait réel. Il n'y a pas de différence entre la réalité ordinaire et le rêve chez moi. Par contre, là où il y a une grande différence entre la réalité éveillée et le rêve, c'est que dans le rêve, il n'y a jamais de continuité. Jamais de continuité. Je rêve toujours de quelque chose de différent, alors que dans la vie ordinaire, il y a une continuité. Je suis assis ici dans mon fauteuil, même si je m'endors,
je me réveille dans mon fauteuil. C'est ce que j'appelle une continuité. Ce que je voulais vous demander, vous qui avez étudié les rêves, est-ce qu'il y a dans les histoires, des histoires qui se rapportent aux rêves, des gens qui ont rêvé des rêves avec continuité? C'est-à-dire, comme vous pourriez rêver d'un film par première partie, deuxième partie, troisième partie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu ça dans l'histoire des rêves, à votre connaissance ou pas? Alors, je voudrais dire que l'historienne est tributaire des archives et des sources qu'il a, hein, et des récits. Donc, je vous l'ai montré à propos du rêve de Tartini, par exemple, hein. Donc, il y a des rêves qui sont racontés de façon en continu dans ce type de source. Mais est-ce que c'est une question, je crois, la question, il faut plutôt poser la question, c'est une question qui s'est déjà posée à la fin du 19e siècle. Donc il y a eu tout un débat, notamment dans une revue qui s'appelait la Revue philosophique, et on s'est demandé au fond comment raconter les rêves. Et est-ce que au moment même où on se réveille, on ne recrée pas une continuité? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire déconstruire les rêves et essayer de retrouver quelque chose qui serait en fragments et en bouts d'image? Et la question s'est posée, vous voyez, c'est une question qui s'est posée parce que c'est pourquoi je vous ai cité le rêve, je vous ai cité le texte de Delage, justement, qui est extrêmement intéressant, puisqu'il vous dit, le rêve, c'est à la fois, on atteint le rêve par observation et par histoire, après, par mémoire. Hein. Il n'y a pas... On est dans cela. Alors, la question qui s'était posée dans la revue philosophique portait justement sur un rêve de Maury, dont je ne vous ai pas parlé, c'est le rêve de la guillotine. Maury donc, se voit donc, jugé pendant la Terreur. Il se voit, dans son rêve, hein, bien sûr, emmené au tribunal révolutionnaire. Il se voit ensuite emmené en charrette et puis guillotiné. Et ensuite, il se réveille et il y a la flèche de son lit. Vous savez, il y avait des sortes de barres au-dessus des lits avec des rideaux à l'époque. Donc, il se voit avec la flèche de son lit qui est tombée sur son cou. Donc, c'est une sensation extérieure transformée qui a créé le rêve. Et donc, la question qui s'est posée à la fin du 19e siècle, face au récit de Maury, donc, a été de dire c'est un beau récit, c'est un récit très cohérent, puisque c'est une histoire qui se déroule de façon cohérente, mais est-ce que Maury n'a pas en quelque sorte fait des raccords sur son rêve après coup? Vous voyez ? Est-ce qu'il n'a pas en quelque sorte restauré son rêve? Et l'une des personnes qui a discuté dans la revue philosophique sur ce rêve disait, mais peut-être que le rêve de Maury est comme une statue restaurée de l'Antiquité. Voyez? Donc, toute la question est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des rêves qui sont cohérents, ou bien est-ce que ce n'est pas déjà des récits qui sont reconstruits? Et comment? Et en fait, à chaque époque, on a des manières de raconter un peu différemment les rêves. Par exemple, je donne juste un exemple, au XIXe siècle, on a plutôt tendance à raconter les rêves à l'imparfait. Et dans la littérature actuelle, puisqu'il y a des écrivains qui ont raconté leurs rêves, par exemple, on les raconte au présent. Vous voyez, je vous donne cet exemple-là. Donc tout cela est très, très complexe, puisque qu'est-ce que ça veut dire un rêve qui serait en soi cohérent ou un rêve qui serait en soi incohérent? C'est une question, cette fois-ci, de récit au réveil et comment on raconte les rêves. Et voilà. Et je crois que le débat sur le rêve de la guillotine a été tout à fait intéressant à cette époque. Oui, il y a une question là à votre droite. Oui, pardon, je suis désolée, je suis complètement éblouie. Oui. Hein. C'est pas on peut rêver de l'institution à laquelle on appartient. Et ce rêve de Maury me fait penser quel était son rapport aux institutions républicaines et quel était le poids de
de la République, je veux dire, de la citoyenneté des gens, je veux dire. Est-ce que c'est un rêve moi, je parle, mais je ne connais pas Maury aussi. Donc, je vois dans ce rêve un rêve sur l'institution à laquelle on appartient. Mais c'est une catégorie de rêves, c'est les rêves institutionnels. Et quelle est la proportion? Je ne sais pas. Voilà. Mais je ne peux pas vous répondre non plus, parce que là aussi, comme j'expliquais, on est tributaire des sources qu'on a, mais il y en a effectivement des rêves institutionnels et historiques. C'est-à-dire qu'effectivement, le rêve de Maury est un rêve d'historien. Parce que, alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a à l'époque, moi je me suis intéressée aux rêves de guillotine. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a par exemple chez Balzac, dans un récit de la cousine Bette. Il y a également, on voit des guillotines dans les Clés des songes. Enfin bon, je ne vais pas vous parler de tous les rêves de guillotine, mais ce qui me paraît intéressant, et on en a aussi, par exemple, dans des lettres de Poilu, j'ai trouvé un récit de rêve de guillotine. Il se voit guillotiné. Vous voyez, donc on en a beaucoup. Alors, ce qui est intéressant chez Maury, c'est que il se voit, lui, retourner à l'origine de la guillotine, à la terreur. Alors que beaucoup d'autres rêves, c'est la guillotine comme instrument de condamnation pénale. Ce sont les condamnés à mort, si vous voulez. Ce n'est pas pareil. Hein. Donc, Maury revient donc à l'origine de la guillotine. Mais je suis d'accord avec vous, il peut y avoir tout à fait des rêves institutionnels. Alors, vous dire la fréquence, je ne peux pas vous répondre. Mais il y en a. Enfin, dans le corpus que j'ai étudié, il y a des rêves aussi qui peuvent, par exemple, jouer le rôle de prise de position indirecte, prise de position de fable indirecte, prise de position. C'est-à-dire, là aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on publie tel rêve plutôt que tel autre? Parce que publier un rêve, c'est rendre public quelque chose. Donc, pourquoi est-ce qu'on publie ça plutôt qu'autre chose? Par exemple, vous avez un rêve de Maury, qui était donc un ami d'Ernest Renan, hein, et Ernest Renan, donc je vous rappelle que sa première leçon au Collège de France, donc c'est un historien, qui dit dans sa première leçon que le Christ était un grand homme. Et évidemment, c'est sous Napoléon III, Renan est démis. Bon. Et Maury raconte un rêve, publie un rêve dans lequel il voit le Christ qui est un homme, qui est malade et qui a vieilli. Vous voyez que publier ce rêve-là, c'est probablement une sorte d'allusion à son ami Renan, mais évidemment, il publie quelque chose qui a beaucoup moins de risques pour lui, puisque ça n'est qu'un rêve. Donc on peut voir, on peut comme ça faire continuer votre proposition qui me paraît tout à fait intéressante et voir des rêves institutionnels. Alors Maury se voit aussi, par exemple, beaucoup dans la bibliothèque de l'Institut. Il est membre de l'Institut, il y a plusieurs rêves qui ont ce cadre-là. Et il se voit avec des collègues, vous voyez ? Bonsoir madame. Oui. Je voudrais vous demander par quel mécanisme, lorsque l'on fait un rêve qui tourne au cauchemar et qu'on a conscience que l'on rêve, qu'on peut à tout prix se réveiller pour sortir du cauchemar. C'est-à-dire un cauchemar fait avec des petits-enfants qu'on oublie quelque part. Et d'un seul coup, on se dit non, 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 mais je rêve. Il faut que je sorte de mon cauchemar parce que je sais que ce n'est pas la réalité et on se réveille réellement. Par quel mécanisme on arrive à... Si je suis une historienne, je ne suis pas ni une psychologue, ni une... Enfin, vous voyez, il y a des exemples comme ça, notamment chez Hervé de Saint-Denis. Hein. Vous avez effectivement des exemples de... Par exemple, dans l'exemple... On a conscience de faire un cauchemar et de dire non, ce n'est pas la réalité, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Oui. Mais c'est l'exemple des rêves lucides. Si, c'est aussi, c'est en tous les cas un rêve dans lequel on a conscience de rêver. Mais il y a des cauchemars qui sont des rêves lucides. Hein, c'est pas du tout, qu'on pourrait assimiler à des rêves lucides. Van Eeden, qui est celui qui a créé les rêves lucides, il décrit des rêves comme ça. Hein.
C'est-à-dire des rêves de cauchemar dans lesquels le rêveur cherche à se réveiller et se réveille. Je vous en ai raconté un, l'exemple du rêveur d'Hervé de Saint-Denis qui se voit en train d'embrasser un jeune homme et qui sort de son rêve brusquement. Donc il y a des exemples de cauchemars de ce type. Je ne sais pas si je peux pas vous dire quels sont les mécanismes, puisque enfin, je vais pas. Pour Hervé de Saint-Denis, donc, il existe effectivement. Alors, la théorie qu'avance Hervé de Saint-Denis, si vous voulez, donc, c'est que dans ce type de rêve qu'il valorise, la volonté n'est pas totalement absente. Donc, vous voyez, ça repose sur une psychologie de la volonté. Alors, c'est la psychologie de l'époque. Hein, et donc, la volonté n'étant pas absente, on peut arrêter son rêve, on peut l'orienter à l'intérieur même de son propre rêve. Alors que Maury, alors il y a un débat entre Maury et Hervé de Saint-Denis notamment, et Maury lui dit non, dans le rêve, nous sommes plutôt dans l'automatisme, nous sommes emportés dans notre rêve et nous pouvons très très rarement avoir conscience de notre rêve. Voilà. Mais Oui. Bonjour, bonsoir. Je voulais vous poser une question Oui. sur... Vous avez évoqué l'inconscient, le subconscient, Oui. Et vous avez rapproché ça aux théories de la psychologie des rêves du 19e siècle. Oui. Fin du 19e siècle. On sait aussi que c'est Freud qui a développé cette thèse. Bien sûr, oui. Est-ce qu'auparavant, l'inconscient et le rêve pouvaient être liés chez certains commentateurs ou théoriciens, enfin, historiens? Alors, il me semble qu'on parle vraiment d'une relation du rêve à l'inconscient plutôt vers la fin du 19e siècle. Auparavant, comme je l'ai dit, on parle plutôt d'automatisme. Hein. Donc on va... alors, il y a un livre qui a été... La folie, par exemple, n'est pas reliée au rêve et à l'inconscient, par exemple. Si, on fait bien sûr une analogie entre rêve et folie. Hein, tout à fait. Mais pas forcément à l'inconscient. En tout cas, il me semble que c'est plutôt à la fin du 19e siècle, oui, que l'on va... Ça va devenir vraiment un terme central à la fin du 19e siècle. Voilà. Et par ailleurs, alors il y a un livre qui est lu de façon... au plan européen, alors maintenant on l'a totalement oublié, mais c'est le livre de von Hartmann, qui est donc un livre sur l'inconscient, espèce de grand fourre-tout ce livre, mais qui fascine tous les psychologues, qui est traduit en France très très tôt. Et Hartmann valorise, c'est assez intéressant, il valorise alors beaucoup de sources de l'inconscient, hein. C'est une espèce de fourre-tout, si j'ose dire. Et il valorise également la sexualité, à la suite de Schopenhauer, en disant que c'est vraiment la sexualité qui est ce qui, comment dire, oui, meut l'homme. Donc, alors après, ce serait un peu long de parler de différencier les différentes conceptions du subconscient, de l'inconscient, etc. Mais ce que j'ai voulu simplement souligner, c'est que Freud se situe dans un contexte où il n'est pas du tout, il est même habituel de parler d'inconscient. Alors, c'est peut-être pas le même inconscient que celui dont parlera Freud, on est bien d'accord, mais c'est habituel, c'est un mot qui est utilisé avec celui de subconscient. Enfin, alors il y a des nuances. Et la folie, alors la folie, elle est reliée à l'automatisme aussi, au début du 19e. Pardon ? Alors écoutez, là, je vais pas vous dire des bêtises. Il faudrait là voir exactement les conceptions de la folie au Moyen-Âge. Et là, vous avez aussi, peut-être au Moyen-Âge, l'intervention quand même d'êtres extérieurs, comme le diable. Vous voyez, des choses comme cela. Ce qui change la donne quand vous parlez du diable, par exemple. Mais je m'avancerai prudemment sur ce terrain-là. Et puis, il y a toute la médecine héritée d'Hippocrate et de Galien, avec la théorie des humeurs, enfin, vous voyez, des choses comme cela. Bonsoir madame, pardon. Oui.
Justement, je rebondis avec le diable et votre exemple de la sonate de Tartini qui n'a pas réussi à retrouver sa mélodie. Et je me posais la question, est-ce que le rêve est forcément narratif ou est-ce qu'il peut y avoir une partie conceptuelle? C'est-à-dire, au lieu que le diable lui joue une musique, est-ce que le diable aurait pu lui dire « Je suis en train de te jouer la plus belle musique que tu as écoutée » Et ça, quelque part, il a été convaincu qu'il a écouté de musique alors qu'il a juste été berné par le diable finalement. Alors, est-ce que le rêve, dans les écrits historiques, a été théorisé comme étant juste conceptuel? Je ne sais pas si j'ai été très clair. Non, mais je vois bien ce que vous voulez dire. En fait, Tartini... alors, c'est une anecdote qui est racontée longtemps après par Tartini à ce personnage qui s'appelle Lalande. Oui, il y a beaucoup, et c'est au XVIIIe siècle. Et puis ensuite, c'est repris au XIXe dans une version simplifiée et merveilleuse. Mais dans la version de Tartini, enfin dans la version telle qu'on l'a du XVIIIe, en fait, c'est donc le réveil avec l'impression d'avoir fait une découverte, et puis on oublie cette découverte. C'est ça le nœud de ce rêve, puisque au fond, Tartini croit, il a entendu quelque chose de merveilleux, et puis rien, il ne se souvient plus de rien, mais il reconstitue finalement quand même la sonate après coup. Alors, est-ce que c'est conceptuel? Je ne sais pas. Il a peut-être pu... Enfin, il me semble que d'après le récit, il faudrait revoir le récit, mais il a entendu la sonate, il aurait pu la voir transcrite en notes de musique, puisque c'est un musicien, je ne peux pas vous dire. Par exemple, peut-être que votre question, elle serait plus intéressante par rapport au rêve de mathématicien, parce que là, le mathématicien, il y a des raisonnements qui apparaissent en rêve. Dans cette enquête-là, peut-être plus. Et évidemment, la sonate de Tartini pose la question du caractère auditif des rêves aussi. Bonjour, oui. Merci. Ici à gauche. Attendez, oui, c'est ça. Je suis désolée. À quel moment dans l'histoire on passe du terme songe au terme rêve? Qu'est-ce qui fait ce changement? Alors, en fait, c'est au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on confond les deux. Dans les dictionnaires au XIXe siècle vous disent songe synonyme rêve ou rêve synonyme songe. Je schématise beaucoup. Alors, auparavant, en fait, on fait une différence. Le songe, c'est quelque chose de plus organisé, et le rêve, c'est quelque chose de plus incohérent, etc. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que là, le songe, c'est aussi quelque chose qui peut être plus merveilleux. Vous voyez, on parle de clé des songes. Alors que, en fait, au XIXe siècle, on va confondre les deux, et le terme songe va devenir un terme, je dirais, plus poétique peut-être. C'est vrai que maintenant, on dit plutôt un rêve et un songe, ça fait un peu plus recherché, voilà. Et c'est vraiment à ce moment-là, dans les dictionnaires, c'est très clair. Il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris, madame. C'est l'expression « rêve dirigé ». Oui. Ça me paraît même complètement antinomique, puisque le rêve, par définition, on ne le choisit pas, on le subit, et qu'il soit dirigé, je ne vois pas du tout. Merci. Alors, là, je reprends ce que dit Hervé de Saint-Denis, c'est-à-dire que lui soutient que l'on peut partiellement, il le dit bien, partiellement diriger ses rêves. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du rêve, on peut faire des choix parce que, selon lui, et c'est la psychologie qu'il applique, il y a un reste de volonté dans les rêves. Alors, il est vrai que ce type de rêve
ça correspond peut-être moins à un rêve freudien, si vous voulez, dans lequel on est emporté dans un automatisme. Mais je vous rappelle que si vous lisez l'interprétation du rêve de Freud attentivement, vous verrez qu'il y a des rêves de Freud dans lesquels il a conscience de ses rêves et qu'il les dirige en partie. Vous regarderez, vous en trouverez quelques-uns. Et ce qui est important aussi, peut-être, c'est que, alors ce qui est souligné par plusieurs auteurs de cette époque, c'est que plus on note ses rêves, donc plus on s'occupe de ses rêves, plus on les note au réveil, c'est une pratique qui modifie les rêves à certains égards que de les noter, hein. Et plus on les note, et plus on fait des rêves avec la conscience de rêver, voire avec l'impression qu'on peut les diriger. Voilà. Et ça, on le trouve dans cette littérature. Alors là, je ne vous réponds que comme cela, parce que je crois qu'en fait, si je vous disais ma propre expérience, moi, je n'ai pas beaucoup cette expérience-là, personnellement. Hein, bon. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui font état de cette expérience et qui valorisent cette expérience. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est peut-être une illusion, mais je ne sais pas. Bonjour madame, ici. Oui. Je ne sais pas si c'est par souci d'économie de temps que vous n'avez pas du tout abordé, comme vous l'avez prévenu au début, les autres parties du monde. Non, parce que... J'imagine que c'est très très large. Est-ce que malgré tout, vous pouvez dire s'il y a quelque chose de comparable par rapport à ce qu'on a eu en Europe? Est-ce qu'au début, il y avait quelque chose donc, qui était un peu plus mystique, disons, au niveau de la clé ce qui pourrait être comparable à la clé des songes, et après quelque chose qu'on a plus analysé? Alors, il y a des clés des songes un peu partout, hein. Alors maintenant, honnêtement, je peux difficilement vous répondre. Moi, j'ai participé à des colloques, effectivement, où il y avait des collègues qui nous parlaient des rêves en Inde, en Chine, mais je ne serais pas trop capable de ne pas vous dire des bêtises là-dessus. Simplement, ce qui, moi, me paraît peut-être quelque chose d'important, mais je crois qu'on trouve dans beaucoup de sociétés, c'est que souvent, on a tendance à mettre l'accent sur le caractère uniquement merveilleux des rêves, je dirais, exotiques, ou bien des rêves anciens. Mais en fait, il y a toujours, presque toujours dans les sociétés, une différence entre les rêves naturels, c'était ce que faisait Artémidore. Pour Artémidore, il y avait des rêves naturels, et puis les rêves qu'on valorise, vous voyez? Et je pense que ce qui est nouveau dans l'histoire occidentale, c'est qu'on enfin, en tous les cas, avec le 19e siècle, parce que, comme je vous dis, il y a toujours encore maintenant des clés des songes. Hein. Donc, ce qui est nouveau avec le 19e siècle, c'est que, du coup, cette distinction entre rêve naturel et rêve extraordinaire, on veut la détruire. On veut, vous voyez, donc on peut très bien dire aussi qu'à certains égards, tout se passe comme si tous les rêves naturels enfin, les rêves, ce qui n'était qu'une partie des rêves pour Artémidore devient tous les rêves pour les savants rêveurs du 19e siècle. Alors, voilà, je crois que quand on lit des livres d'anthropologues, enfin, j'en ai lu quelques-uns, on s'aperçoit que souvent, les anthropologues mettent l'accent sur les rêves, je dirais, merveilleux ou extraordinaires, et ils oublient qu'il y a toujours quand même la reconnaissance qu'il y a des rêves naturels liés au sommeil, enfin tout ce que vous voulez, au fait qu'on a mal mangé, etc. quoi. Oui, il y a des théories des rêves. Vous avez beaucoup vous avez des travaux d'anthropologues tout à fait intéressants sur les rêves. Par exemple, si vous voulez... vous avez un livre, je n'ai pas mis dans ma bibliographie de travaux d'anthropologue parce que je voulais vous parler essentiellement de l'histoire des rêves et de l'histoire occidentale des rêves, mais par exemple, moi j'aime beaucoup un livre de Michel Perrin, je ne sais plus le titre exact, mais c'est sur les rêves et chamanisme, vous voyez, qui est paru aux presses universitaires de France, donc vous avez effectivement des travaux qui ont été faits là-dessus. Est-ce qu'il y a encore une question ou une intervention?
Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Carrois. C'était